Très bien, merci à tous. Eh bien, donc quatrième webinaire organisé par l'Observatoire de territoire zéro chômeur est consacré, ou en tout cas on l'a intitulé, et les collectivités territoriales dans tout ça. En point d'interrogation, donc quel engagement des élus dans les soutiens, développement et structuration des solutions pour aller vers une transition écologique juste. Alors, le pourquoi du titre et le pourquoi donc de mettre ces sujets à discussion aujourd'hui, c'est aussi parce que nous constatons, et donc vous les savez pour ceux et celles qui font partie d'un projet territoire zéro chômeur ou qui l'étudient, que l'engagement des élus est fondamental dans l'avancée du projet. Et nous avons constaté aussi que sur les questions qui sont en lien avec la transition écologique, ça l'est également. Donc, c'est pourquoi on s'était dit, voilà, parole aux élus qui peuvent nous parler de leur expérience via leurs témoignages, comment ça se passe sur leur territoire quand il s'agit d'aborder ces deux sujets, la question de la transition écologique et les droits à l'emploi, les challenges et difficultés, comment ils sont faits pour les surmonter, etc. Donc, on aura l'intervention dans un premier temps des deux élus. Le premier donc sera Jocelyn Boirault, élu à la commune des Santégonec-Locquéguiner en Bretagne. Et le deuxième élu, qu'on attend, va se connecter à partir de 13h15, qui va pas tarder, qui sera donc Maxime Sauvage, qui est, lui, le premier adjoint du 20e arrondissement de Paris, donc en charge de la politique de la ville, de l'impact local, social et environnemental des Jeux olympiques et paralympiques. Il nous rejoindra bientôt et il devra partir à 14h pour des raisons professionnelles. Donc, on commencera par ces témoignages dans la première séquence avec une séquence de questions, réponses, juste à la suite de leur intervention. Comme ça, Monsieur Sauvage pourra donc interagir avec toutes les personnes qui sont connectées avant son départ. Ensuite, on aura une deuxième séquence. Cette séquence a une portée nationale. Donc, on a envie de dire qu'on commence un peu comme fonctionne le projet TZ, d'abord par les territoires et puis après par la partie nationale. Et dans cette partie nationale, donc nous avons trois intervenants que je remercie de leur présence aujourd'hui, qui sont Cécile Caor-Séché, qui est coordinatrice du réseau Élus pour agir au service des politiques territoriales à l'ADEME. Bonjour à tous. Nous avons également donc Mathieu Tellier et Guillaume Bastide, qui sont donc pour Mathieu, animateur de partenariat et territoire au service des politiques territoriales, et pour Guillaume, donc animateur du réseau des conseillers et des collectivités territoriales engagés pour la transition écologique. Ils vont nous expliquer donc en quoi ça consiste. Bonjour. Bonjour. En attendant la connexion de Monsieur Sauvage qui ne doit pas tarder, je vous propose donc de commencer par Jocelyn Boirault, voilà, qui nous parlera donc de la question du lien, comment ça s'est articulé, structuré cette question du droit à l'emploi porté par le projet Territoire zéro chômeur sur son territoire, et aussi la question de la transition écologique. Donc, Ouais. Jocelyn. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Victoria pour l'invitation. Donc Jocelyn Boirault, moi je suis adjoint à l'environnement et à territoire zéro chômeur de longue durée dans la commune de Saint-Égodec-Locquéguiner. Donc on est dans le Nord Finistère, pas très loin de Morlaix. C'est une commune de 3127 habitants
Et on dépend de la communauté de communes de Morlaix Communauté qui regroupe environ 65 000 habitants. Voilà, c'est un peu des chiffres pour situer. Donc là, on a pris des exemples un peu extrêmes entre les témoignages des élus, quoi. Donc nous, territoire zéro chômeur de longue durée, pour le coup, c'est vraiment un projet de la commune. En fait, on est une commune qui est limitrophe de Lampol-Guimillot. Et à Lampol-Guimillot, il y avait un abattoir, l'abattoir GAD, qui a fermé en 2013, mettant 900 personnes sur le carreau. Donc on est dans une région qui est très liée à l'activité agricole industrielle. Et donc 900 personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi, c'est un traumatisme sur le territoire. C'est plein de questions qui se posent sur les capacités des autres entreprises finalement à absorber ce volume de personnes avec des formations parfois basiques. Enfin voilà, donc c'est tout un tas de choses qui se posent et les élus à ce moment-là se disent mais on peut pas laisser faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Donc, on n'a pas tout de suite les solutions. Mais en 2017, alors là, c'est presque anecdotique, hein. En 2017, il y a un France Inter qui vient faire un direct à Lampol-Guimillot sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 4 ans après la fermeture. Et il y a un adjoint de la commune qui est présent, puisqu'il a été le leader syndical du combat des GAD, Olivier Lebras. Il est présent comme témoin et à côté de lui va témoigner Patrick Valentin sur l'expérimentation qui est en train d'être mise en œuvre à Pipriac, de territoire zéro chômeur de longue durée, quoi. Donc là, il y a des milliers de personnes qui écoutent, pas mal d'élus. Et quand il y a une association proche d'ATD Carmonde, une association brestoise qui vient nous voir, on dit voilà, on cherche un territoire pour mettre en place TZCLD, eh bien, tout de suite, il y a un accueil très favorable parce que ça répond à une interrogation qu'on se pose, comment aider les gens au retour à l'emploi. Et puis c'est finalement, on a déjà été un tout petit peu imprégné de ce qui se passe, de ce projet-là. Et moi, la maire de mon village, moi je suis à cette époque-là, je suis conseiller municipal, me demande si j'accepte d'accompagner le projet des ZCLD. Et bah, j'ai dit oui. Euh, et 5 ans plus tard, je suis toujours. Et ça m'a pris un petit peu de temps, cette histoire. Donc très rapidement, pour faire l'historique un petit peu, très rapidement, on va tout simplement faire une réunion publique et il y a un collectif d'habitantes et d'habitants qui se met en place, composé principalement de personnes privées d'emploi, qui vont commencer à prendre le bâton de pèlerin pour aller rencontrer les grands élus, demander une deuxième loi d'expérimentation, puis aller rencontrer d'autres personnes privées d'emploi, faire le consensus, enfin voilà, monter en puissance jusqu'au moment où ça sera trop gros pour des bénévoles. Donc, on va faire des montages financiers pour aller chercher de quoi avoir un poste de salarié pour nous aider à monter le projet. Puis, on crée une association, on crée les statuts d'entreprise à but d'emploi. Voilà, 5 ans. Et donc, depuis juin 2023, notre entreprise à but d'emploi est ouverte. Elle s'appelle Neves Amzer, ça veut dire les temps nouveaux en breton. On a 30 salariés ex-personnes privées d'emploi et 5 encadrants. Et on embauche 1 à 2 personnes privées d'emploi par an. Par mois, pardon, par mois. Donc avec une montée en puissance conforme à ce qu'on avait projeté, quoi. Les activités qu'on va mettre en place sur notre territoire, ça va être du maraîchage, du détournement d'objets de la déchetterie et donc du recyclage, une activité de couture, une activité de blanchisserie, et puis tout un tas de services aux habitants, nettoyage de voitures, gardiennage d'animaux. Enfin voilà, donc là, je ne vais pas être exhaustif, plein de missions différentes qui sont assez, à mon avis, assez travaillées, assez connues dans les projets territoire zéro chômeur de longue durée. Et concernant le lien maintenant, que j'ai dépeint ça avec le lien avec l'environnement, ou du moins la transition écologique, donc moi, c'est un sujet qui me travaille depuis des années. Et quand j'ai rencontré la première fois les personnes qui proposent de présenter le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, et quand j'ai commencé à me documenter sur le sujet, à lire le livre, le livre de chevet Zéro chômeur, Territoire zéro chômeur, j'ai tout de suite vu la puissance que pouvait déployer une entreprise à but d'emploi pour la transition écologique, quoi. Moi, quand je suis arrivé ça fait 15 ans que je suis habitant de mon village, je me suis dit, mais voilà, comment faut faire? Est-ce qu'il faut faire des AMAP? Il n'y a pas d'AMAP. Comment on réduit le volume des déchets? Et en fait,
en lisant le projet, je me dis, mais mon Dieu, là on a un projet de solidarité, d'aide, ben voilà, quelque chose qui nous porte en tant que élus, quelles que soient nos étiquettes, on est au service de la population. Et en plus, en tant qu'écolo, là j'ai un outil clé en main pour la transition écologique, quoi. Parce que la transition écologique, elle a besoin de cerveau, elle a besoin de schéma, elle a besoin de têtes bien faites, mais elle a besoin aussi d'hommes et de femmes qui font le travail de terrain. Il faut savoir trier les objets, les recycler, les restaurer. Et ça, c'est autant de compétences. Des fois, c'est des filières qui, d'une manière économique, sont faibles, voilà, sont peu rémunératrices. Et puis en plus, qui demandent tout un tas de compétences qui sont pas forcément très connues, très partagées, ou alors qui demandent des compétences qui parfois ont été oubliées. Et donc là, c'est un autre volet du projet TZCLD, c'est d'aller travailler avec les personnes qui sont à la retraite, les habitants, qui vont réexpliquer aux jeunes comment on fait de la vannerie, comment on fait du maraîchage, comment on monte une serre. Donc là, c'est encore d'autres volets sur la solidarité, l'échange, le vivre ensemble. Donc ça, c'est fait partie intégrante finalement aussi de ces ZCLD, mais c'est aussi intégrante de la transition écologique. Donc tout de suite, j'ai vu ça, et c'est pour ça que je me suis enthousiasmé pour ce projet, d'une part, mais en fait, très rapidement, le collectif qu'on crée, et ça, c'est quelque chose qui est assez propre, je ne sais pas si c'est propre à TZCLD, mais quand j'avais regardé les autres webinaires, j'ai l'impression que les collectifs, ils se créent et cette transition écologique, c'est un peu un acquis pour les gens qui se présentent, parce que moi, donc, dans le collectif, c'est se dire, bah, on va essayer d'aller sur zéro pesticide, sur la prise en compte de la biodiversité. Enfin, ça posait pas débat, quoi. C'était une évidence pour tout le monde. Donc, ça a permis d'avancer rapidement en cohérence avec et le projet social et le projet environnemental. Et donc en 2020, il y a des élections municipales. Et quand on va construire notre projet politique, on va le faire autour de trois points qui sont la transition écologique, la culture et puis la solidarité, en résumé, quoi. Et donc la prise en compte de la biodiversité, de la nature, de la transition écologique et de la solidarité. C'est pas en silo, c'est pas juste la commission environnement qui s'en occupe, c'est partagé. Et donc, on a, au-delà du projet TZCLD, on a un projet politique sur, par exemple, la préservation de la biodiversité. On a fait un atlas de la biodiversité. On intègre des nichoirs à chaque fois qu'on restaure ou qu'on construit un nouveau bâtiment. Donc ça, on a mis en place le 1% biodiversité. On travaille sur la lutte contre la pollution lumineuse. Donc on éteint des lumières pour favoriser les chauves-souris, les chouettes. On va faire la gestion différenciée. Et en fait, c'est pas moi adjoint qui porte ça. Ça va être mes collègues qui sont liés à l'entretien, enfin, sur la gestion des espaces verts, sur la transition, sur l'isolation des bâtiments. Donc on partage tout ça. Et de la même manière, sur la solidarité, nous, on fait le lien, par exemple, avec le CCAS. Au final, l'association Droit à l'emploi, qui est porté le projet de territoire zéro chômeur, c'est la porte d'entrée, une des nouvelles portes d'entrée pour que les gens puissent accéder à leurs droits, pour tout simplement avoir des colis alimentaires, des fois, parce que nous, on va chercher les gens qui seraient peut-être pas venus naturellement voir le CCAS, quoi. Donc tout ça pour vous dire que les élus, on a un rôle extrêmement important dans la mise en place d'un projet de TZCLD, mais c'est pas nouveau, quoi. Si vous faites un projet de TZCLD, vous n'avez pas de soutien de la commune ou c'est compliqué, ça va être très compliqué, quoi. Nous, c'est notre projet politique, donc ça déjà c'est assez clair. Voilà, quand il faut mettre des salles à disposition, quand il faut trouver des locaux, et ben la commune, on se bouge. Évidemment, on fait aussi du lobbying, ou du moins on essaie d'avoir des bonnes relations, ou porter les projets auprès de la communauté de communes, auprès du département. Voilà, c'est d'élu à élu qu'on va parler, qu'on va négocier les choses et qu'on va essayer de les faire monter en puissance. Et sur la transition écologique, c'est à peu près le même esprit. C'est TZCLD est inclus dans une approche beaucoup plus large, beaucoup plus globale de la transition écologique. Et finalement, TZCLD l'entreprise à but d'emploi devient notre boîte à outils
pour répondre à tout un tas de problématiques, que ce soit le compostage, que ce soit, on a un petit poulailler municipal pour réduire les volumes de déchets à la cantine, mais qui c'est qui le nettoie, bah, peut-être qu'on peut aller voir sur TZCLD. L'école du village va faire, on fait un projet de médiathèque, et ben on va aller faire fabriquer une partie des meubles par l'entreprise d'emploi. Donc des meubles qui sont faits à partir de bois qu'on récupère dans une entreprise. Voilà, donc on relocalise l'économie. Euh, donc, Victoria, quand tu m'as demandé de préparer la réunion, on avait trois questions. La facilité, qu'est-ce qui avait facilité? Alors, j'espère ce qui est important, c'est de pas dériver sur le projet TZCLD global, mais c'est bien rester sur le champ de la transition écologique. Donc, qu'est-ce qui facilite à mon sens? Ben, c'est évidemment, oui, d'avoir des élus engagés et une acculturation par l'ensemble des élus sur le projet. Il ne faut pas que ça soit en silo. Faut pas juste qu'il y ait l'élu à l'environnement qui dit qu'il trouve ça formidable et que ça reste à la marge, finalement. Euh, Quels sont les problèmes? Le problème qu'on va pouvoir avoir, bah, c'est peut-être que nous, notamment dans les petites communes, sur tout ce qui est lié à la transition écologique, on manque d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on a évidemment, on a du personnel pour s'occuper des cantines, pour s'occuper de la direction générale des services, que sais-je, mais on n'arrive pas encore à avoir bah, tout simplement une personne qui serait responsable de de faire de suivre tous les diagnostics énergétiques, enfin voilà, tout ce qui est lié à la transition écologique, ça, on manque d'ingénierie dans les communes. Et qui a aidé à faire quoi? Eh ben ça, qui a aidé à faire quoi? C'était la troisième question. Alors, moi, je te dirais qu'en tant qu'élu, à partir du moment où on a des bonnes ententes et des bonnes relations avec les autres élus et qu'on arrive à faire le consensus, que ce soit sur la transition, et que ce soit sur TZCLD ou sur la transition écologique, eh ben c'est extrêmement aidant, mais c'est vital. Qui a aidé à faire quoi? Donc je dirais les autres collectivités. Alors, je reste toujours sur la transition écologique, mais après ça va être aussi bah, sur la transition écologique. On va travailler avec Pôle Emploi, on va travailler avec les associations de protection de la nature locale. Enfin voilà, c'est aussi la galaxie des partenaires qu'on va pouvoir mettre autour de nous. Mais au-delà donc des élus, des partenaires, moi, je dirais les habitantes et les habitants, un petit peu de la même manière que TZCLD, il faut qu'on fasse le consensus. Bah, quand vous travaillez pendant 2 ans sur la biodiversité, qu'on arrive à la conclusion qu'il faut gérer autrement les espaces verts, notamment laisser des zones où l'herbe n'est pas coupée, et que ça change les habitudes des habitantes et des habitants, eh ben, il y a un travail de sensibilisation, d'acculturation à la préservation de la biodiversité qui est nécessaire. Et donc, c'est aidant quand vous avez des citoyennes et des habitantes qui vous disent que c'est formidable, qui vont expliquer à leurs voisins que c'est bien parce qu'il y a une nouvelle espèce de papillon qui est arrivée. Voilà. Donc, on peut pas faire ça. C'est pas hors sol. Il faut que ça soit lié, évidemment, avec les habitantes de nos territoires, quoi. Et donc, pour en conclure, Victoria, je ne sais pas si je suis dans les temps, euh, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre les démarches de territoire zéro chômeur de longue durée, la démarche de faire le consensus, de partir de la base, et finalement d'utiliser des outils, des cadres plus nationaux pour les adapter à notre territoire et qui nous aident à avancer. C'est vraiment, il y a un parallèle très fort entre ça qui peut être fait par TCCD et ce qu'on peut faire sur la transition écologique. Évidemment, on fait la transition écologique quand on peut créer le consensus, quand on est tous d'accord de se dire, voilà, on relocalise l'économie, on baisse nos consommations, et on réduit les gaz à effet de serre. Parce que ça demande aussi de changer des habitudes, ça demande aussi de changer nos regards sur la locomotion, sur le fait de circuler en voiture ou en vélo, hein, surtout à la campagne. Enfin, vous voyez, ça change tellement de choses sur nos habitudes alimentaires, sur nos rapports. Je vous ai expliqué aussi qu'on était dans une région qui était très liée à l'agriculture industrielle. Eh ben, voilà, comment on accompagne ça en se disant, bah voilà, demain, il va falloir manger un peu plus bio, alors que, on a beaucoup de gens qui vivent de l'agriculture industrielle. Ouais, c'est passionnant. C'est comme tes ZCLD. Merci Jocelyn pour ces premières parties de témoignage.
On donne la bienvenue donc à Maxime Sauvage qui est connecté. Donc Maxime Sauvage, on répète, qui est le premier adjoint du 20e arrondissement de Paris, en charge de la politique de la ville et de l'impact local, social et environnemental des Jeux olympiques et paralympiques. Donc le micro est à vous, Monsieur Sauvage, bienvenue. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et très heureux d'échanger avec vous à la fois sur Territoire zéro chômeur de longue durée, évidemment, ces inclinaisons en matière de transition écologique. Peut-être commencer par rappeler brièvement comment nous sommes venus à expérimenter un territoire zéro chômeur de longue durée dans le 20e arrondissement de Paris. Paris, dès le départ, a souhaité s'inscrire dans cette expérimentation et parmi les 10 premiers territoires expérimentateurs, il y avait le 13e arrondissement. Et très vite, d'autres arrondissements ont souhaité s'engager dans cette aventure et ça fait partie des principaux axes de notre projet municipal en 2020. Nous avons gagné les élections dans le 20e arrondissement avec Éric Pliez et donc assez rapidement après, nous avons commencé à faire un travail de mobilisation du territoire et de préfiguration. Et en septembre 2021, via un partenariat avec l'Armée du Salut, nous avons recruté une chef de projet en charge de la préfiguration de ce qui serait notre future entreprise à but d'emploi. Et notre candidature a été déposée en septembre 2022 et une habilitation depuis maintenant un an et demi, en mars 2023, et une première campagne de recrutement qui s'est opérée en juillet 2023. Pour vous donner aussi un peu une image du territoire. Donc c'est le territoire Fougères-le-Vau. C'est un quartier au nord-est du 20e arrondissement. C'est un quartier d'1 kilomètre de long et de 200 mètres de large, avec une densité extrêmement importante, qui est longée sur toute sa longueur à l'est par le périphérique, qui est compris entre des structures routières massives, la porte des Lilas, bon, qui a pu être couverte il y a quelques années au niveau du périphérique, mais également la porte de Bagnolet, où se jette l'autoroute A3 dans le périphérique et fait partie des zones les plus polluées de Paris. Et un quartier aussi particulier, parce que je vous l'ai dit, à l'est, il est ceinturé par le périphérique et à l'ouest par le boulevard des Maréchaux. En réalité, sur ce territoire, pendant longtemps, il y a eu une ceinture, ce qu'on appelle la ceinture tiers, qui avait une vocation défensive pour protéger Paris et qui a pu montrer son inefficacité pendant la Première Guerre mondiale et qui a été détruite pendant la Première Guerre mondiale. Sur une partie de cet espace ont été construits soit des équipements sportifs, soit des logements HBM, et c'est l'histoire du territoire Fougères-le-Vau, quasiment exclusivement composé de logements sociaux. Et puis sur une autre partie, c'était un terrain non constructible et qui est devenu le périphérique. C'est un territoire marqué aussi par une très faible activité économique, euh, peu de, beaucoup de construction, peu d'espaces verts, également voilà, une diversité fonctionnelle très limitée. Et on a souhaité expérimenter Territoire zéro chômeur de longue durée dans ce quartier, qui est donc un quartier politique de la ville, pour plusieurs raisons, et qui va m'amener à la question de la transition écologique, évidemment. C'est un quartier qui connaît un taux de chômage très important. Pour vous donner les chiffres qui concernent notre démarche, hein, pour arriver à enfin, quand on a défini la stratégie d'exhaustivité, on avait pour objectif, et on a toujours pour objectif, de toucher 750 personnes et d'identifier 400 volontaires, ainsi répartis: 220 volontaires, enfin, personnes orientées vers le marché du travail, et 180 personnes employées via les EBE. À ce stade, nous avons une EBE qui s'appelle la Compagnie du 20e. Et à l'heure où je vous parle, 193 personnes privées d'emploi habitantes du quartier ont été informées, 84 sont engagées volontaires et 33 ont été recrutées à ce stade par le BE, avec un projet, enfin, des confirmations de 6 nouvelles personnes qui arriveront dans l'expérimentation à la fin du mois de novembre. Et donc, nous avions ciblé ce territoire parce qu'on savait voilà, le besoin et l'importance qu'avait malheureusement le chômage structurel pour beaucoup d'habitantes et d'habitants du quartier. Et on avait cette volonté de travailler sur un
un triple désenclavement. Un désenclavement déjà des parcours de vie. On savait très bien que certaines personnes, on avait eu des témoignages, des échanges avec des habitants qui considéraient que finalement retrouver un emploi était quelque chose qui leur était inaccessible, soit parce que elles considéraient que c'était un âge où elles n'étaient plus employables, soit parce qu'elles avaient eu des parcours de vie qui rendaient leur réintégration professionnelle quasiment impossible. Un désenclavement aussi du quartier avec cette vraie volonté, je vous ai dit un peu son histoire de manière très synthétique, mais de faire en sorte que il se passe des choses, que des nouveaux projets émergent dans ce quartier-là et qu'on ait envie de traverser le boulevard des Maréchaux pour aller voir ce qui s'y passe, et surtout aussi que les habitants retrouvent une fierté vis-à-vis de leur quartier. Puis enfin, c'est aussi un désenclavement associatif. On avait quelques structures associatives qui existaient sur place, mais qui chacune travaillait dans leur couloir sur leur thématique et il y avait très peu de collaboration entre les unes et les autres. Et ce matin, j'étais justement on a fait un bilan avec toutes les personnes du CLE, un premier bilan de l'expérimentation mise en place depuis un an et demi. Et on voit que cette volonté de désenclavement a fonctionné et avec un EBE qui a développé plusieurs activités et notamment son principal pôle d'activité, c'est ce qu'on appelle le pôle de transition environnementale et que la plupart des activités sont liées à la transition écologique. Il y en a deux autres qui ne sont pas liées, mais en tout cas le cœur d'activité, c'est cela parce que ça a tout de suite été identifié comme parmi les besoins non pourvus sociaux, économiques, il y avait aussi les besoins écologiques non pourvus dans ce quartier qui structurellement est à proximité d'une source de pollution extrêmement forte, qui, avec la densité d'habitants, rend certains projets en matière de transition écologique compliqués. Et en même temps, on a utilisé aussi les spécificités de ce territoire avec des logements essentiellement voilà, à propriété de bailleurs sociaux, mais donc utiliser au fond aussi cette densité de population comme une force pour développer nos projets en matière de transition écologique. Parmi les projets développés, il y a déjà un travail de médiation sociale dans le cadre d'un plan climat. Il y a la ville de Paris, comme d'autres collectivités d'ailleurs, a engagé vraiment énormément de projets en matière de rénovation thermique des logements sociaux à travers des plans climat. On sait que ces plans climat, c'est pas parce qu'ils ont une finalité au fond que tout le monde partage qu'ils sont forcément bien acceptés de la part des habitantes et des habitants. Ce sont des travaux, ça pose des difficultés, c'est parfois source de nuisances. Parfois aussi, ça peut se traduire dans certains cas par une perte d'espace dans son logement. Donc il y a tout un travail à faire et notamment de médiation sociale pour voilà, expliquer la pertinence de faire ce plan climat, aussi d'avoir un échange pour l'adapter éventuellement et le rendre le plus juste possible. Et souvent, ça passe aussi par un travail de désencombrement des logements et de réemploi des meubles. Et c'est pour ça que pour cette activité de médiation sociale dans le cadre des plans climat, on travaille en coordination avec le REFER et Emmaüs coup de main pour la collecte des meubles. Et ça passe aussi beaucoup par des actions de porte à porte. Et je sais que on l'a lancé en début d'année 2024 et nos salariés s'y retrouvent. En plus, parfois, ça fait écho à des choses qu'elles ont, enfin qu'ils ont ou qu'elles ont eux-mêmes vécues. Et on sait aussi que le bailleur social en est très satisfait. C'était un peu une brique qui manquait dans notre manière de travailler avec les locataires sur ces questions de plan climat. Et donc voilà, le BE nous a permis de faire ce travail qui manquait. Il y a aussi, c'est pas totalement déconnecté de l'activité que je viens de présenter. On a mis en place une maison du troc pardon, et du partage. Alors là, c'est pas tant parce qu'on a besoin de désencombrer des logements, parce qu'il y a des actions de rénovation qui vont être faites, mais voilà, il y a des habitants qui veulent donner des vêtements, des petits objets, et d'autres qui veulent s'en procurer de manière gracieuse. Ben, on a mis en place au pied d'un immeuble du bailleur social Paris Habitat une maison du troc qui permet voilà, de travailler aussi en matière de réemploi et de sensibiliser sur ces questions-là. Et on a pu constater aussi que ça fonctionne bien. On a vraiment le projet de développer cette maison du troc.
On a également, parce que c'était des besoins clairement non couverts dans le quartier, on a développé deux recycleries. La première, elle se trouve Porte des Lilas. C'est une recyclerie pérenne, c'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi je dis ça par rapport au deuxième projet qui s'appelle La Sourcière et qui est ouvert 4 après-midi par semaine et qui, là encore, hein, a trouvé son utilité. En plus, on l'a installé dans un endroit très spécifique du 20e arrondissement et même très particulier à Paris. C'est que dans certains endroits parisiens, en fait, l'autre côté du périphérique est encore Paris. C'est très peu connu. Ce sont des habitants qui se sentent encore plus isolés qu'à peu près n'importe quel autre Parisien parce que pour les Parisiens, ils ne sont plus Parisiens puisqu'ils sont de l'autre côté du périphérique. Et puis là, c'est au niveau des Lilas, mais la ville des Lilas, évidemment, ne les traite pas comme euh, ses habitants. Donc, il y a ce travail-là et on a décidé d'implanter cette ressourcerie dans ce quartier très particulier du 20e arrondissement qui est en fait du côté des Lilas et ça a permis c'est de la vie en pied d'immeuble et puis ça répond aux besoins des habitants. Et la deuxième ressourcerie qu'on a mis en place, c'était dans le cadre d'une occupation intercalaire parce que le bailleur social, cette fois-ci, c'est la régie immobilière de la ville de Paris, souhaitait occuper de manière intercalaire ce local en pied d'immeuble. Et donc, on y a installé une ressourcerie qui s'appelle Mon Petit Piton, puisque le quartier s'appelle Piton du Vernois, qui connaît aussi un projet NPNRU de très très grande ampleur. Et mon petit Python a ouvert ses portes en octobre 2023 et fermera ses portes au mois prochain. Et là encore, a occupé un local qui a été auparavant occupé par Century 21, une agence immobilière, et qui a montré vraiment sa pertinence quand on voit l'affluence, le volume, voilà, ce que ça représente aussi en chiffre d'affaires de ce qui a été vendu. Ça a montré son intérêt. On essaie de voir d'ailleurs si on ne peut pas trouver un autre lieu intercalaire pour réitérer cette aventure, considérant que la sourcière ne suffit pas. Et là encore, on a travaillé avec le REFER qui est vraiment un partenaire essentiel pour ce type de projet. Et enfin, le dernier projet que je pourrais évoquer, c'est sur le moment d'ailleurs, la première fois qu'on a pu l'évoquer en CLE, j'étais un peu dubitatif, me disant mais je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner. C'est un atelier de couture et de réemploi où en gros, ben, voilà, le BE transforme des chutes de tissu et transforme aussi des vêtements collectés pour produire d'autres habits ou pour produire par exemple des bananes. Et en fait, ça fonctionne plutôt très bien. On a une marque qui a été créée d'ailleurs, gérée par le BE qui s'appelle la Môme Baker, puisque la Môme référence à Edith Piaf qui est née dans le 20e arrondissement et Joséphine Baker y a vécu et pour Edith Piaf dans un hôpital et Joséphine Baker dans un immeuble qui sont vraiment à proximité du territoire. Et en fait, les productions de l'EBE sont vendues dans ce qu'on a inauguré pas plus tard que le mois dernier, qui s'appelle la Maison du 20e, qui a une particularité, la Maison du 20e, c'est que le local est situé hors du périmètre d'expérimentation, il est situé au niveau du Père-Lachaise, parce que dans le 20e arrondissement, on a un des endroits les plus touristiques de Paris, avec 2 millions de visiteurs, c'est le Père-Lachaise. Et le Père-Lachaise, en fait, il n'a jamais développé, enfin la ville de Paris n'a jamais développé un vrai parcours touristique autour du Père-Lachaise. Et donc, on a cette maison du 20e qui, notamment, vend des produits fabriqués à Paris, et notamment de la marque La Mom Baker portée par le BE. Et donc, c'est tout nouveau, mais voilà, bon, on fait en sorte de travailler avec l'Office de tourisme pour que ce soit inclus voilà, dans les parcours touristiques naissants autour du Père-Lachaise. Et au fond, ça montre que la vitrine pour le 20e arrondissement et pour Paris, pour les personnes qui vont au Père-Lachaise, eh ben, ce sont les productions d'un EBE, enfin d'une EBE, et qui travaillent sur voilà, des chutes de vêtements et de tissus, et les choses prennent bien, et voilà, tout ça naît de discussions en CLE, où moi, à titre personnel, je me suis dit, oulala, mais je suis pas sûr que ça fonctionne, ce truc. Donc voilà les quatre projets que je pouvais vous évoquer. Il y en a un autre avec une entreprise qui travaille le bois enfin une entreprise, une association qui s'appelle Extramuros et qui travaille le bois, pardon, et on essaie de réfléchir à un projet pour travailler autour des cagettes, puisque dans notre territoire, il y a un grand marché, et voilà, il y a beaucoup de cagettes, on ne sait plus quoi en faire, et donc on réfléchit à comment on pourrait travailler avec ces cagettes. C'est quelque chose qui va nous permettre une nouvelle activité en 2025. Mais donc voilà, en quelques mots, en espérant avoir
répondu à la commande, comment nous, dans le 20e, avec les contraintes du territoire et en même temps avec les besoins du territoire, on a développé ces activités qui ne demandent d'ailleurs qu'à être confirmées. Et je peux vous dire vraiment que, pardonnez-moi pour cette expression un peu vulgaire, mais et pour en avoir fait encore le bilan avec les personnes salariées de l'EBE et puis toutes les parties prenantes du CLE, c'est que on prend notre pied collectivement avec cette expérimentation. On voit qu'elle a du sens, elle fonctionne, il y a une envie énorme. Et même aujourd'hui, dès qu'une association, dès qu'une structure, dès qu'un bailleur social a un projet dans le 20e arrondissement, il veut tout de suite faire en sorte que ce soit en collaboration avec le BE. Et on rappelle que voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus avec un EBE dans le cadre de l'expérimentation, rappeler le rôle du CLE aussi. Mais ça montre à quel point c'est un projet qui est assez récent, mais qui a trouvé aujourd'hui sa place dans le 20e arrondissement. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. J'y vais donc profiter pour juste préciser que voilà, Monsieur Sauvage de nous quitter vers 14 heures. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, j'ai une première question. Alors, je peux la lire, mais Ludovic, si tu souhaites la présenter, tu peux aussi ouvrir ton micro. Super. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous avez vu effectivement la question sur le chat, c'est sur le foncier. Il y a quand même une grosse question sur les territoires urbains en zone urbaine dense, mais je pense qu'il se pose aussi différemment dans les territoires ruraux et qui se pose évidemment pour les entreprises à but d'emploi qui produisent vite des emplois supplémentaires, mais aussi pour toute structure de l'économie sociale et solidaire avec des modèles économiques fragiles et où on ne peut pas compter sur un- le paiement d'un loyer au prix de marché. Donc ça pose vraiment la question de comment une collectivité peut maîtriser son foncier, ou du moins une partie, dans des conditions d'aménagement bâtimentaire enfin dignes. Se pose clairement la question de combien de vestiaires et combien de sanitaires par personne, de l'isolation du bâtiment. Euh, et du coup, on est, nous, à Rezé, donc on est au sud de Nantes. On s'est posé toutes ces questions depuis 2 ans. On a identifié un local, mais au prix de, 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 enfin, les collectivités avec lesquelles on travaille sont limitées sur leur levier. Et on voit que l'objectif, c'était bah, comment on augmente le gâteau pour avoir du foncier disponible. Et le gâteau, on l'a vu sur des fonds de développement territorial, mais le fonds vert, bah là, il est quand même pas mal remis en cause dans le projet de loi de finances, et se pose la question de des conditions d'accès, typiquement l'assiette minimale pour territoire d'industrie qui fait partie du fonds vert. De ce qu'on a compris, c'était 400 000 euros minimum, et en fait, une EBE, elle est potentiellement 2 fois en dessous au moment de la création. Enfin, c'est hyper concret ma question, mais en fait, derrière, c'est quelle conditions matérielles réelles pour permettre de non seulement de créer, mais de pérenniser ce type de projet. Parce que s'il n'y a pas une maîtrise du foncier, en fait, la conséquence, c'est directement bah, une pression mise sur la recherche de chiffre d'affaires euh, avec des personnes qui vont être en moindre, avec un rythme à respecter. Et puis, et par conséquent, une pression sur l'encadrement et donc un risque de turnover dans l'encadrement. Donc, enfin, c'est vraiment, à mon avis, une question de fond pour pérenniser ce genre de projet. Merci Ludovic. Maxime Jocelyn. Moi, je peux commencer. J'avais vu la question avant, c'est pour ça que j'ai pas parlé de ce point en amont pour que je puisse l'évoquer dans les échanges. Nous, je vous le disais, un territoire très dense, aucun foncier disponible. Ça, c'est quelque chose de majeur et qu'on avait identifié dès le stade de la candidature et surtout les équipes de territoire zéro chômeur nous avaient dit, faites attention, votre sujet, ça va être la question des locaux. Et vous pouvez en trouver un premier, mais l'objectif, c'est que vous vous développiez et que vous ayez des perspectives. Et en fait, et moi je le vois comme
premier adjoint en charge de la politique de la ville. Aujourd'hui, ma principale difficulté quand j'échange avec les associations, c'est que soit elles n'ont pas de local, soit ils sont beaucoup trop petits, soit enfin, c'est pas du tout adapté à leurs besoins. Et donc là, ça a été un vrai enjeu pour nous. Et c'est pour ça que dès le départ, dans le CLE, en tout cas, et puis aussi au moment où on a bâti la candidature, on a fait en sorte d'avoir avec nous quelque chose à Paris qui s'appelle le GIE Paris Commerce. C'est un groupement d'intérêt économique qui réunit les trois principaux bailleurs de la ville de Paris et la ville de Paris. Et le GIE a la particularité en fait d'avoir le monopole de la commercialisation de tous les locaux en pied d'immeuble des bailleurs sociaux. Et donc en fait, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui décide des loyers, c'est lui qui décide des conditions. Et donc, on l'a tout de suite embarqué avec nous pour qu'ils comprennent bien ce qu'était le territoire zéro chômeur de longue durée et ce qu'allait déboucher sur l'émergence d'une EBE et qu'on avait besoin d'avoir des perspectives. Et en fait, le GE est un partenaire avec lequel on a pu, après facile aussi par sa nature juridique et les personnes qui le composent, évidemment c'est plus simple comme ça, mais ce qui fait que très rapidement on a pu identifier un premier local mais aussi des pistes de locaux. Même si aujourd'hui, je crois que le BE occupe 7 ou 8 locaux dans le territoire, c'est énorme par rapport à nos capacités. C'est vraiment énorme, mais on y est arrivé parce que, mais c'est parce que aussi euh, l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée nous avait mis une énorme alerte sur cet enjeu-là. Peut-être qu'on l'aurait pas aussi bien anticipé en amont. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'être agile, ce qui n'est pas facile après hein, pour le BE, mais de se saisir des occupations intercalaires quand on a, par exemple, je vous parlais de mon petit Python, c'était un Century 21, c'est ce que pour les bailleurs sociaux, ça c'est un local qui donne sur le boulevard au niveau d'un arrêt de métro, d'un arrêt de tram et de métro, qui a une forte, très forte commercialité, avec un loyer inabordable pour une BE. Mais parce que Century 21 partait et qu'il n'y avait pas de projet, on s'est engouffré sur cette année de disponibilité du local pour développer cette activité temporaire. Tout le monde sait que c'est temporaire et qu'on essaye de voir quel est le prochain local de ce type qui peut se dégager pour qu'on puisse. Donc ça nous demande un peu de souplesse, mais ça c'est une vraie contrainte pour nous. Mais on a voilà on a à travers le CLE aussi mis toutes les bonnes personnes autour de la table pour essayer de desserrer au maximum les taux dans lesquels on est. Alors moi, j'essaie de refaire le lien avec quand même le thème qui est transition écologique et rôle des élus. En fait, Maxime l'a bien expliqué, c'est que à nouveau, je pense que les élus, c'est un peu avec notre connaissance du réseau des partenaires, avec notre connaissance du territoire là que tu as très bien illustré sur la présentation du projet. On est capable normalement en amont d'aller chercher les gens et donc moi, je vais te faire ramener à mon niveau de village. Nous, ce qu'on a fait, c'est que évidemment l'équipe TZCLD, pareil, nous avait lancé des alertes. Et nous, ce qu'on a fait au sein de la commune, c'est qu'on a eu des opportunités. On est propriétaire de locaux. Et au fur et à mesure que le projet arrivait à maturité, eh ben, on a décidé de pas les mettre en location, par exemple, pour les réserver pour l'arrivée de TZ CLD. Voilà, c'était notre stratégie. Donc, donc aujourd'hui, les locaux, il y a une partie de l'activité qui est hébergée dans une ancienne gendarmerie qui a été désaffectée et qui s'est retrouvée au bord de la enfin, qui est au bord de la voie express. Donc, on a eu plusieurs contacts d'entreprises qui voulaient ces locaux-là. Bah, nous, on les a conservés jusqu'au moment où notre projet est arrivé à maturité et où on a pu commencer à faire de l'activité. Donc, quelque part, bah, c'est aussi un investissement, dans le sens où on a perdu de l'argent, perdu des rentrées financières. Et je peux t'assurer que évidemment pour toutes les collectivités, c'est important, c'est un vrai engagement de pas d'accepter pendant quelques mois ou pendant un an ou deux de pas avoir de retour financier. On a aussi mobilisé les anciens locaux des services techniques dans le sud de la commune, parce on a fait une fusion de communes, donc il y avait des locaux qui étaient non utilisés, ben on les a réservés pour TZCLD pendant plus d'un an et demi. Les volontaires ont pu expérimenter les travaux, tous les travaux de restauration du bois, etc. à cet endroit-là. Et puis, la parcelle de maraîchage
à nouveau, c'était une réserve foncière qu'on avait dans le plan local d'urbanisme qui devait être, où aurait dû se mettre en place un EHPAD. Et en fait, l'EHPAD a changé de projet. Et on s'est retrouvé à avoir une réserve foncière. Et là, c'est en fait c'est formidable. On n'aurait pas pu rêver mieux. C'est-à-dire que autour de la parcelle, tu as, l'école publique, tu as un lotissement, tu as plusieurs lotissements. C'est juste à côté, c'est au cœur de la commune. Et donc, c'est une formidable vitrine. C'est aussi super pour que les salariés puissent aller travailler. Ils y vont à pied, à vélo. Enfin, voilà. Et donc là, et puis c'est formidable pour la vente, aussi pour les revenus, parce qu'on vend directement à la parcelle aux personnes qui vont ou ramènent leur enfant, par exemple, à l'école. Donc, quoi qu'il en soit, et donc là aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu anticiper et prévoir, on se retrouve un peu 30 salariés, les gens commencent à se marcher sur les pieds, donc on a, à travers à nouveau le contact des élus, on a pu aller démarcher des entreprises de la commune qui avaient des bâtiments, et voilà, là on est en train de restaurer, il y a un bâtiment qui est en train de restaurer, qui va nous être loué. Bon, voilà, c'est souvent le prix de la location commun dans nos territoires, mais nous, on pense qu'on va arriver enfin, voilà, nous, on a fait notre plan économique avec cette charge-là prévue dans notre projet, quoi. Et je pense que sur les communes comme les nôtres, donc, on a peut-être un peu plus de facilité, j'entends bien. Je pense que sur une vraie zone très très urbanisée, et notamment, toi, on a encore aussi des possibilités sur l'activité agricole. Et ben, on a encore des parcelles qui appartiennent au CCAS, nous dans notre commune, quoi. Donc peut-être que demain, on pourra aller mobiliser ce foncier-là pour mettre des activités ou pas. Enfin voilà, on en a encore un petit peu sous le pied, mais les constructions pour accueillir les salariés, oui, c'est une vraie problématique. Et donc, pour faire la boucle, la première chose qu'on a fait, c'est d'isoler tous les bâtiments pour avoir le moins de déperdition énergétique possible quand on a investi ces locaux pour mettre en place nos emplois. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc moi j'en avais une peut-être dernière. Donc voilà, on a bien vu à quel point ces questions des locaux est un enjeu pour les déploiements de l'expérimentation et comment vous avez réussi à faire le lien plus globalement avec les questions des coopérations et les questions des transitions écologiques. Et moi, la question qui me vient, c'est, ça semble pas évident à mettre en place, ça semble pas facile à exécuter. C'est quoi les difficultés, les challenges auxquels vous avez fait face et peut-être comment vous avez fait pour les contourner? S'il faudrait évoquer une des difficultés que vous avez eues dans ces processus-là, ce serait laquelle pour vous? Comme j'ai répondu tout à l'heure en premier, Jocelyn, je vous laisse répondre avant moi pour cette question. Victoria, tu cites une difficulté, mais c'est pas possible. Je sais qu'il y en a plein, mais comme on passera à la deuxième séquence du webinaire, du coup, je me dis, bon, ben voilà, autant d'en avoir une pour pouvoir en discuter. La difficulté qui, moi, me semble qui est, on va effectivement, on chevauche tout un tas de difficultés. On va gérer sur les 5 ans qui nous ont amenés à l'étape où on en est aujourd'hui. On va rencontrer, on va avoir des problématiques de relationnel entre les personnes qui portent le projet. À un moment, on va manquer d'argent pour reporter les postes d'accompagnement pour monter le projet. À un moment, on va se dire, nom de Dieu, j'arrive pas à trouver de locaux. Voilà. Donc ça, tout un tas d'étapes qu'on va franchir et auxquels on va plus ou moins pouvoir trouver des solutions, quoi. Et finalement, moi, la grande difficulté que je trouverais, c'est d'avoir arrivé à maintenir un collectif de personnes engagées depuis le début du projet jusqu'à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis à imaginer projeter ce collectif-là dans la suite. Comment on fait comment on fait que les gens, nous on se réunit tous les mercredis matins depuis 4 ou 5 ans avec des personnes privées d'emploi, des volontaires. Justement, notre comité local
finalement, on a créé une équipe projet qui se réunit au jour le jour et on gère toutes ces problématiques d'identification, aller chercher des personnes privées d'emploi, mince, il faut qu'on aille chercher des agriculteurs pour nous aider à monter les serres, enfin voilà. Et comment on fait vivre ce collectif? C'est ça qui me semble formidable, parce que s'il n'y a plus de collectif pour porter, que les élus soient très engagés, que ça marche ou que ça marche pas, ben, le projet il s'effondrera, quoi. Et Maxime, il a quand même donné une piste, c'est que qu'est-ce qu'on prend notre pied à faire des choses utiles et qu'est-ce qu'on prend plaisir à être là et à être ensemble. Et je pense que c'est tant on se rendra compte de la chance qu'on a de participer à cette expérimentation, on pourra intégrer des nouvelles personnes qui prendront le même plaisir que nous à porter ça comme volontaires. Oui, je me retrouve dans beaucoup de ce qui a été dit. Moi, je dirais, au fond, c'est plus l'avenir qui m'inquiète que de signaler une difficulté qu'on a rencontrée. Parce que jusqu'à maintenant, honnêtement, moi, depuis le départ, je me suis dit, mais on va jamais y arriver. Euh, Parce que euh, on n'était pas le premier territoire à Paris, et même entre le premier et le moment où on a été habilité, il y a deux autres territoires parisiens qui ont été habilités. Je me suis dit, on passe en dernier, ça va pas marcher. Euh, il fallait mettre tellement de monde autour de la table, et au fond, il existe aussi tellement de dispositifs à Paris. Et je me suis dit, mais comment expérimenter? Et les choses ont marché, et il y a une dynamique en fait qui nous a complètement dépassé, et c'est ça qui d'ailleurs, et c'est pour ça que ça marche, c'est-à-dire que c'est vraiment pas descendant, c'est qu'il y a une dynamique de territoire qui s'est enclenchée. C'est autant de projets de vie qu'un projet de territoire, territoire zéro chômeur de longue durée. Et aujourd'hui, tout le monde est autour de la table et on a levé bien des difficultés. Et le premier mérite en revient d'abord aux volontaires qui sont aujourd'hui devenus des salariés. Je pense aussi à la directrice de l'EBE. Honnêtement, un travail formidable a été réalisé, et honnêtement, je suis très humble sur le rôle qu'ont les élus, même si on a une responsabilité. Mais je sais aussi, parce que sur d'autres sujets, on voit parfois diffi- les difficultés auxquelles on fait face. Moi, je suis très inquiet déjà. euh, on a besoin d'avoir un soutien au niveau national. Et chaque projet de loi de finances est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, euh, d'après ce que je crois comprendre. Le PLF 2025 qui est moins inquiétant, alors qu'on sait que par ailleurs, il y a d'autres éléments très inquiétants, mais que ce qu'on a pu connaître, la bataille qu'on a menée dans le PLF 2024 sur les moyens accordés à territoire zéro chômeur de longue durée. Et puis même aujourd'hui, on a réussi à trouver des sources de financement, on a même un financement européen, et qui fait qu'on est à ce stade assez serein sur l'équilibre financier de notre BE. Et je suis toujours aussi très prudent. Je me dis, si un jour ça devient plus difficile bah, très vite, là, ça peut être un caillou dans la machine, et qui pose beaucoup de problèmes. On dépend aussi au fond tellement d'implications dont on a besoin, qui sont essentielles, mais sur lesquelles finalement on n'a pas forcément toujours la main. Enfin, moi, notre personne de Pôle emploi qui siège au CLE, ou de la mission locale qui siège au CLE, sont des personnes formidables, qui sont après des formidables ambassadrices. Je dis ambassadrices parce que ce sont des femmes à qui je pense, mais dans leur structure. Mais si un jour elles ont une consigne de dire, en fait, on se désengage, ou en tout cas on participe moins au CLE, bah, ce sont des acteurs essentiels qui quittent l'aventure. Et donc c'est pour ça, c'est quelque chose de formidable qui aujourd'hui dans le 20e roule très bien, mais c'est en même temps tellement fragile, et c'est en même temps tellement utile pour des gens, et je ne supporterai pas de voir un jour des gens, parce qu'on n'y arriverait plus, licenciés, alors que le BE a été une formidable promesse aujourd'hui, mais une promesse tenue, et plus généralement l'expérimentation. Donc en fait, je suis extrêmement vigilant sur l'avenir, et c'est ça en fait la principale difficulté, c'est que malgré tout, ce qui nous attend est semé d'embûches. Et il faut pour ça toujours porter un plaidoyer au niveau national, porter un plaidoyer auprès de tous les interlocuteurs qui font vivre le CLE. Et puis c'est aussi évidemment d'avoir une ambition politique maintenue. Et je le disais ce matin, pour terminer, lors du bilan qu'on faisait, c'est qu'au fond, de nos premières missions aujourd'hui, c'est qu'il y a des élections municipales en 2026, et que, quels que soient les résultats, il faut faire en sorte que l'équipe municipale qui prendra la suite, ça peut être nous comme ça peut être une autre, soit convaincue de la pertinence de continuer à appuyer, de participer au club voilà, de territoire zéro chômeur de longue durée, qu'on laisse une forme d'héritage qui nous suive. Donc voilà, moi, c'est l'avenir qui m'inquiète.
Merci à tous les deux. On a peut-être une dernière question, ça sera la dernière. Je pense que les deux. Bon, il y en a une auquel vous avez un peu évoqué des éléments sur la question de est-ce que vous avez repéré des fonds, des appels à projets pour le développement des activités en lien avec la transition écologique? Et puis je profite, j'enchaîne avec l'autre qui peut aussi y avoir un lien qui est celle de en quoi l'entreprise à but d'emploi et le projet TZ plus globalement ont permis des effets d'échelle, des faisabilités avec d'autres acteurs existants. Mais je pense que une partie de ce que vous avez dit peut-être au départ sur la question de la coopération et les acteurs est déjà un peu répondu. Mais bon, plus euh, c'est formulé un peu éco, asso, insertion en matière de transition écologique sur les territoires. Donc la question des appels, financement autre, et puis les effets d'échelle. Et on Donc, je vais clôturera. devoir filer, je vais répondre vraiment très rapidement pour dire les fonds appel à projet. Nous, on a bénéficié d'un soutien financier, notamment du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères d'Île-de-France qui s'appelle le SICTCOM, hein. C'est un truc gigantesque qui doit exister qu'en Île-de-France et ça nous a aidé pour justement mettre en place nos ressourceries. On s'est appuyé aussi sur bah, du coup des fonds européens, mais ça alors, c'est avec des montants plutôt très importants, mais je pense que ça n'arrivera qu'une fois. On s'est également appuyé sur alors ça au départ c'est vraiment venu d'habitants du quartier, mais on a bénéficié du budget participatif de la ville de Paris. Là encore, en plus, on s'est mis nous côté mairie du 20e en recul parce qu'on voulait surtout pas qu'on bascule dans un mélange de genres. Et puis dire aussi qu'on bénéficie à Paris, je le disais, aujourd'hui, il y a 4 territoires d'expérimentation. Et alors, c'est pas des fonds ou des appels à projets, mais il y a aujourd'hui une structure qui s'appelle la PIL qui a été mise en place, notamment à l'initiative de la ville de Paris, qui en fait vise à coordonner, à mutualiser certains coûts des territoires d'expérimentation. Et ça aussi, c'est une vraie chance. Parfois, Paris, c'est de nombreuses contraintes, c'est aussi de vraies opportunités et ça nous a été très utile et l'expérience des autres territoires nous a été très utile dans la capacité à mettre en œuvre l'expérimentation. Et je dois Voilà. vous quitter. Un très grand merci pour cet échange. Merci beaucoup à vous de nous avoir accompagnés. Oui, alors nous, sur les aspects un peu soutien financier, on va avoir d'une manière plus importante quand même le soutien des collectivités, hein, conseil régional et notre communauté de communes qui nous soutient aussi bien sur une partie alors plutôt du fonctionnement, mais dans la partie ingénierie, mise en place du projet. Et puis aujourd'hui sur du soutien à l'investissement pour l'achat justement de matériel, de restauration de locaux, de machines, etc. Et puis suivant les opportunités, des appels à des fondations, des soutiens aussi d'entreprises de la commune qui ont pu à un moment ou un autre soutenir le projet pour l'achat de matériel ou un petit peu de fonctionnement. Euh, voilà, alors on n'a pas manipulé les fonds européens parce que ça demande de l'ingénierie, c'est quand même compliqué. Je ne sais plus quels étaient les autres projets. Bah, nous, on n'a pas évidemment toutes certaines opportunités qu'on peut avoir en zone plus urbaine. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, les temps passent, donc on donnera suite à notre deuxième séquence. Donc, j'ai demandé à Cécile Cao-Séché, à Mathieu Tellier et à Guillaume Bastide, voilà, d'allumer vos caméras. Merci beaucoup. Et puis les remercier d'avoir accepté aussi de renverser un peu les séquences pour faciliter le fait que Maxime Sauvage soit parmi nous. Donc, je vous laisse vous présenter. Commençons par euh, Cécile Caour-Séché et les dispositifs élus pour agir.
Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Cécile Caour-Séché, je suis la coordinatrice d'un réseau que l'ADEME a créé qui s'appelle le réseau Élus pour agir, qui donc concerne les élus locaux. Victoria, est-ce que je fais directement ma présentation ou est-ce que Mathieu et Guillaume se présentent d'abord? J'y vais? Mathieu et Guillaume peuvent se présenter, comme ça on voit tout le monde, et puis après vous pouvez démarrer. Bah, très bien, nous on était prêts à laisser la main, mais bonjour à toutes et à tous. Mathieu Tellier du service des politiques territoriales. Donc ce sera le même service pour Guillaume et Cécile. Nous sommes à l'ADEME au siège et pour ma part, je suis en charge des partenariats et de la communication externe sur le programme Territoire engagé. Voilà, et Guillaume Bastide, bonjour à toutes et tous. Je travaille aussi sur le programme Territoire engagé, transition écologique. TET. Allez, je reprends la main. Alors, je vais tenter, hop, vous allez me dire si vous voyez bien le partage d'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Magnifique. Alors, le réseau Élus pour agir, il a été créé en fait en s'appuyant sur une intuition et des études qui montrent que à la fois les Français souhaitent que les élus locaux et les territoires s'engagent pour la transition écologique. Hein. On a une étude de l'ADEME et du CEDOC qui montre que 8 Français sur 10 veulent une action forte sur leur territoire et par les institutions. Et par ailleurs, on sait par d'autres études que 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les acteurs du territoire sont en lien direct avec les décisions des collectivités. Donc, on a vraiment cette conviction que pour avancer dans la transition écologique, il est absolument impératif de pouvoir faciliter l'action des collectivités qui sont un acteur vraiment incontournable pour la transition écologique. Partant de là, il a été décidé donc en novembre dernier, en novembre 2023, de créer le réseau Élus pour agir, qui a donc été créé à l'initiative des 2 ministres de l'époque, hein, Monsieur Bichu, Madame Agnès Pannier-Runacher, avec le président de l'ADEME au Salon des maires. La raison d'être de ce réseau, c'est vraiment, comme je commençais à vous l'évoquer déjà, de partir de cette conviction qu'il faut absolument partir des territoires et faire en sorte de leur donner des moyens pour pouvoir avancer sur la transition écologique. Alors, à l'ADEME, on avait déjà avant 2023 des dispositifs qui étaient au service des territoires et au service des collectivités. Et Mathieu et Guillaume vous en parleront tout à l'heure. Il y a notamment donc un dispositif qui s'appelle Territoire engagé, transition écologique. Par contre, ce qu'on ne faisait pas, c'était d'appuyer les élus locaux. Élus locaux qui sont vraiment à la source, en fait, à l'initiative des projets et sans qui rien ne peut se faire. On peut bien entendu, et c'est important, avoir des équipes dans les collectivités qui sont moteurs, qui ont envie, qui sont professionnelles, compétentes, et voilà. Mais s'il n'y a pas les élus qui ont la vision et qui les incitent, les poussent et les amènent à agir, même un technicien très motivé, il ne pourra pas faire grand-chose si ces élus ne sont pas avec lui. Et par ailleurs, les élus sont parfois un peu esselés. On a des élus qui sont motivés, qui sont conscients de la nécessité d'agir pour la transition écologique, mais qui sont parfois un peu démunis. D'où la création de ce réseau. Donc vraiment l'enjeu, c'est de favoriser le passage à l'action. Et pour ça, on souhaite aider les élus à mieux appréhender les questions de transition écologique, à la fois avec des décryptages des grands enjeux, des grandes problématiques qui existent sur la transition écologique, et avec une mise en réseau. L'idée, c'est qu'il y a à la fois des experts, notamment de l'ADEME, qui peuvent venir donner de la matière pour aider les élus à penser leur propre politique publique sur leur territoire. Et au-delà des experts de l'ADEME, il y a vraiment le côté entre pairs, entraide entre pairs, s'inspirer de ce qui marche ailleurs pour pouvoir agir sur son propre territoire. Alors,
nous, on couvre tout le champ de la transition écologique et énergétique. Donc, vous voyez là, il y a une petite liste de sujets parmi d'autres, hein, déchets, mobilité, énergie, c'est rafraîchissement, voilà, économie circulaire. On couvre vraiment toute la palette de la transition écologique et énergétique. On a donc cette volonté de décrypter, comme vous le voyez, comme je vous en ai déjà parlé, d'échanger. Donc ça permet aux élus de participer à un certain nombre d'événements qui leur sont proposés aussi bien au niveau national qu'en région. Le réseau Élus pour agir, il est animé, donc moi je le coordonne au niveau national, mais dans chacune des régions de France, l'ADEME a, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des directions régionales de l'ADEME dans chaque région de France. Et dans chacune de ces directions régionales, il y a un référent élu pour agir qui propose des rencontres, des animations, des webinaires. Et puis on a également toute une proposition de formation qui va s'étoffer l'année prochaine. Concrètement, donc on a 3 webinaires nationaux par an, une journée commune avec une partie présentielle par an en région notamment, un certain nombre de propositions qui sont faites en région, des formations, une plateforme collaborative qu'on a ouverte cet été et qui permet aux élus à la fois de retrouver les informations du réseau, des informations qui sont vraiment ciblées vers eux sur la transition écologique, mais vraiment ciblées élus, et puis d'échanger entre eux à distance à l'échelle de leur région. Et puis on va avoir bientôt une newsletter. Voilà pour ce qu'on propose concrètement. Aujourd'hui, on a 3000 membres, un peu plus de 3000 membres, partout, sur tout le territoire. Il suffit d'être élu local. Donc on a un certain nombre d'élus qui sont dans les exécutifs, qui sont maires, présidents, adjoints, vice-présidents. Mais on a aussi des élus qui sont sans délégation. On a même des élus des minorités qui rejoignent le réseau parce qu'ils sont intéressés par la transition écologique et qui cherchent des moyens d'être plus efficaces peut-être dans leur action ou d'avoir des clés pour proposer des choses, même s'ils ne sont pas forcément dans la majorité. On a des élus alors qui sont à l'image des élus français, donc beaucoup d'élus communaux, d'élus intercommunaux également, beaucoup d'élus de petites collectivités, mais voilà, à l'image des collectivités françaises, et puis aussi des élus départementaux, régionaux. Voilà. L'inscription au réseau, elle est gratuite. Donc, j'ai mis le lien sur le support pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Vous pourrez cliquer dessus et nous rejoindre. Et pour ceux qui veulent plus d'infos, pareil, il vous suffira de cliquer. N'hésitez pas à transférer le document si vous pensez à des élus que ça peut intéresser et qui peuvent se sentir isolés ou avoir besoin d'appui, de renseignements, d'échanges. En termes d'actu du réseau, je vous mettais juste pour information, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on va se retrouver au Salon des maires avec l'anniversaire du réseau, une séance de Fast Codev, qui est une séance d'intelligence collective qu'on va proposer aux élus qui seront présents au salon. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On aura 2 stands au salon et au congrès. On a un prochain webinaire, vous voyez, qui est Agir au quotidien pour limiter les déchets. Par rapport à ce que les élus ont présenté là tout à l'heure, en fait, on voit vraiment qu'il y a des ponts entre cette transition écologique et ce que vous pouvez faire au sein du réseau territoire zéro chômeur longue durée, et notamment sur toute cette question d'économie circulaire où on se retrouve vraiment beaucoup. Donc, on en parlera le 4 décembre et puis il y a plein d'actions également localement. Et donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai indiqué ici les contacts en région. Voilà pour la présentation que je pouvais vous faire. Merci beaucoup, Cécile. Je vous propose qu'on enchaîne avec Mathieu et Guillaume, et puis après, on pourra déjà passer à une séquence des questions en ce qui vous concerne, et puis peut-être faire un dialogue aussi sur la première séquence qui vient juste de passer. Bien, merci. Alors, hop, je vais partager mon diaporama. Très bien, donc nous, on représente le programme Territoire engagé qui est dédié aux collectivités. Donc, vous allez le voir, on s'adresse vraiment à l'ensemble de la collectivité. Et on est là, on existe en tout cas pour accompagner la collectivité sur différents moyens pour la faire progresser dans la transition écologique.
Alors, en gros, qu'est-ce qu'on propose? On propose en fait une démarche pour l'ensemble de la collectivité, les élus et les techniciens, pour les aider. On a une offre socle que l'on appelle ainsi parce que c'est vraiment la base, c'est le cœur de notre programme. On a deux référentiels d'action sur les thématiques climat, air, énergie et économie circulaire qui sont en ligne sur notre plateforme Territoire en transition, accessible à toutes les collectivités. Et en plus de cela, ces référentiels d'action qui donnent des idées, permettent de savoir si on a travaillé sur telle ou telle action ou encore voilà, les trous dans la raquette, les bonnes idées auxquelles on n'a pas encore pensé. En plus de cela, on propose des services sur mesure en lien avec les directions régionales de l'ADEME, comme le disait Cécile. Et là, on propose de la mise en réseau, donc des événements, des webinaires, des moments de montée en compétences, de la formation pour pouvoir monter en compétence sur les sujets de la transition écologique, mais aussi sur le fait de comment on en discute en interne à la collectivité et comment on convainc en interne de sa collectivité. Un accompagnement personnalisé, donc là, c'est un conseiller, donc un expert qui vient et qui est là en soutien à la collectivité pendant 4 ans, sur la durée. On propose évidemment un soutien financier. L'ADEME est aussi connue pour ça, pour les subventions qu'elle met à disposition auprès des collectivités, des entreprises sur tous les leviers de la transition écologique. Et enfin, une labellisation pour récompenser les équipes. Et donc de l'extérieur, ce qu'on voit le plus, c'est les étoiles, c'est les niveaux de labellisation. Donc on a un système un peu classique qu'on voit dans tous les autres systèmes de reconnaissance, donc un niveau en 5 étoiles. Chaque étoile correspond à un niveau, c'est un petit peu une note, enfin c'est une note qui est calculée en fonction du référentiel et des évolutions que la collectivité a eues en lien avec le référentiel. Est-ce qu'elle a fait telle ou telle action? Est-ce qu'elle a développé tel ou tel service pour les acteurs de la société civile ou des agriculteurs? Elle a des points qui vont en face et qui lui permettent ensuite de demander une labellisation et une reconnaissance, voilà, 2, 3, 4, 5 étoiles. Voilà, donc c'est une démarche voilà, qui concerne plusieurs personnes, donc les élus, parce que c'est eux qui engagent aussi leur collectivité dans la démarche, c'est eux qui orientent, mais aussi les agents, enfin toute la collectivité. Donc en fait, c'est vraiment un travail d'équipe pour permettre à la collectivité de progresser sur plusieurs sujets en même temps. Après, on ne peut pas forcément tout faire en même temps, mais petit pas à pas et chaque chose, enfin chaque sujet après chaque sujet. Voilà, la labellisation est reconnue au niveau européen, pardon. On a 15 collectivités au niveau 5 étoiles. Donc, au niveau européen, c'est Gold. Et on a une remise des labels qui aura lieu, pour information, au Salon des maires. Voilà. Voilà, on va aller directement dans les exemples pour vous illustrer ce qu'il y a dans le programme. Voilà, je te laisse la parole. Et en effet, on a choisi des exemples qui sont plutôt en lien avec vos cœurs d'activité. Concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on attend des collectivités? Là, on a pris l'exemple de Lons-le-Saunier, donc une agglomération qui met en place une écologie industrielle et territoriale. En gros, elle a mis en place une association voilà, qui emploie des salariés locaux. Et en fait, cette association, c'est une chef d'orchestre pour créer de la mutualisation entre les entreprises. Voilà, ils mutualisent les palettes de la formation, les actions sur la biodiversité, l'énergie. Et tout ça, en fait, ça va de mieux en mieux. Et plus ça avance, et plus ils mutualisent, et plus l'association, elle grandit. Et qu'est-ce que ça fait en fait pour la collectivité? Déjà, ça crée une dynamique locale, ça pérennise de l'emploi non délocalisable sur son territoire, et en plus, elle a créé de l'emploi à travers l'association qu'elle a mise en place.
Un autre exemple, Guillaume? Oui, donc la communauté d'agglomération du Pays de l'Or qui a mis en place des actions pour l'agriculture biologique. Donc elle a favorisé un terreau qui encourage le développement de l'agriculture biologique. Donc on peut avoir plusieurs mesures sur l'incitation à l'installation d'agriculture bio sur la communauté de communes, donc des exonérations de la taxe foncière, la réalisation gratuite de diagnostics de conversion d'agriculture bio. Et puis la collectivité, elle a d'autres impacts. Elle peut aussi agir sur la restauration collective, notamment sur les écoles. Et donc là, elle a encouragé où elle a mis en place plutôt une augmentation de l'approvisionnement en agriculture, en alimentation bio. Et puis voilà. Et ensuite, d'autres actions sur l'agriculture bio. Tout ça pour vous montrer que il y a des actions qui sont inscrites dans le référentiel. Et si la collectivité arrive met en place ces actions pour les acteurs de son territoire, et ben elle est notée, elle est récompensée. Si on regarde, parce qu'il n'y a pas que ça hein, comme intérêt pour la collectivité de rentrer dans le programme, mais si on regarde juste la labellisation et la notation, elle est récompensée pour ces actions-là. Elle a des points en plus si elle favorise les interactions entre les acteurs et elle favorise des actions favorables à l'environnement. Donc, je pense que ça peut vous concerner. Voilà. Mm. Et Un dernier. justement, on termine avec le dernier exemple qui doit vous parler, puisqu'il y a certainement beaucoup de BE qui doivent prendre cette forme-là. Donc pour Grenoble, donc pour le Grenoble-Alpes Métropole qui a mis en place un pôle R, donc pour le réemploi, la réparation, le recyclage. Et en fait, pareil, là aussi, des structures sont encouragées avec plusieurs entreprises qui se sont implantées et avec aussi une programmation d'augmentation du nombre d'entreprises créées, d'augmentation du nombre de salariés créés. Tout ça pour voilà, rendre visible l'engagement de la collectivité et des acteurs locaux et associé dans un même lieu avec toujours de l'optimisation entre les différentes structures et tout ça avec des objectifs en fait de réduction des déchets et de diminution, de recyclage avec des objectifs à 2030. Donc voilà des exemples d'actions. Donc une donnerie en dépose minute, une collecte qui se diversifie de plus en plus, une mise en vente évidemment des objets qui ont été nettoyés, triés, réparés, reconditionnés pour certains. Tout ça avec de la main-d'œuvre locale du territoire. Et puis, tout ça également avec une nouvelle vie sur du foncier qui avait été abandonné et donc qui ont été réhabilités pour servir l'entreprise. Voilà, maintenant, on voulait aborder les outils qui sont mis à disposition. Et donc, il y a tout d'abord, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on a un site internet. Peut-être tu veux dire d'autres choses là-dessus, toi Non, on non, va non. directement au site Allez, en internet. effet. On va faire un petit tour sur notre site internet, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'arrête le partage pour le refaire. Et donc, sur le site internet, vous allez voir, donc il y a une présentation globale du programme, mais moi j'attire votre attention sur la partie référentiel, où vous pouvez consulter le référentiel en mode PDF, donc il est plus facilement regardable, et vous pouvez focaliser. Donc, Alors, est-ce que le partage est bon là? Est-ce que vous voyez bien le site internet? non. Ah bon, bon ben alors. Vous voyez? Oui. Vous voyez le site, ok. Donc, on va directement sur les référentiels. Donc, il y a plein de bénéfices pour la collectivité, mais vous, ça ne vous concerne pas directement. On pense que ce qui peut vous intéresser, c'est de voir dans les référentiels, par exemple le référentiel climat, air, énergie, la partie, c'est une des dernières parties sur la coopération avec son territoire.
Donc, c'est des actions qui ne dépendent pas directement de la collectivité. C'est ces acteurs qui vont bien évidemment les mettre en place. Mais elle, en tant que collectivité, a une responsabilité pour créer de la cohésion ou de la relation ou créer des actions favorables. Donc, vous pourrez voir que on avait dit que là, voilà, elle est encouragée via nos référentiels à développer une stratégie partenariale avec à plusieurs niveaux, donc avec différents acteurs locaux, mais aussi régionaux, etc. Euh, voilà, donc voilà, vous pourrez, si vous êtes intéressé, aller voir cette partie-là. Donc il y a des choses sur l'agriculture, sur le social, les bâtiments résidentiels et tertiaires, etc. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on peut regarder, peut-être que vous vous questionnez, est-ce que ma collectivité est un territoire engagé transition écologique? Eh ben, vous pouvez le voir sur l'onglet collectivité du site internet. Donc, on a une carte et il y a un moteur de recherche. Voilà, où vous pouvez regarder votre commune ou la communauté de communes et voir si elle est engagée dans le programme et voir si vous pouvez interagir et lui dire enfin voilà, l'interpeller euh, en fonction de votre besoin. Voilà. Tu as des choses à rajouter? Non, très bien. Et donc, du coup, on est vraiment, c'est un programme dédié aux collectivités, mais par contre, dans notre programme, on encourage évidemment le travail avec les acteurs locaux et tout ce que vous faites en fait dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, ça sert la collectivité dans le cadre de notre programme. Donc, on est vraiment Ouais. sur une complémentarité. Vous, en tant qu'acteur du territoire ou collectivité, et les enjeux de la transition écologique. Voilà. Merci pour votre attention. Eh ben, merci beaucoup pour ces présentations. Donc, on a bien vu que la question de l'accompagnement des élus, de la participation des élus et l'accompagnement des collectivités territoriales, etc., est fondamentale, non seulement pour ce que ça suppose en fait, ou ce que ça soulève en termes des coopérations territoriales pour trouver des solutions les plus idoines aux questions liées à l'emploi, mais aussi à la transition écologique. Est-ce que vous avez des questions concernant les deux dispositifs présentés par l'ADEME? Eh bien, moi, je vais vous en lancer une peut-être, euh, qui était, donc voilà, vous avez identifié d'où sortait chacun de ces dispositifs, et moi, je m'interroge sur euh, qu'est-ce que vous ressortez aujourd'hui. Bon, bah peut-être celui de élu pour agir et plus jeune hein, dans sa démarche, etc. Sur la question des territoires engagés. Qu'est-ce que vous retenez en fait de cette expérience? Est-ce que le travail avec les territoires hein, dont le dispositif est mis en place, est-ce que vous recensez en fait une forte coopération avec la société civile? Pas du tout. Qu'est-ce que vous recensez vous en termes des dynamiques dans ces territoires? Ap- Après, c'est en tout cas notre retour d'expérience, moi le mien, il est sur le long terme, c'est que ça se fait pas en une année. Donc, il y a des collectivités qui partent enfin, qui ont commencé il y a 15 ans. Elles ont vu qu'elles sont notées sur tous les sujets, enfin, sur les 6 axes par exemple sur climat, air, énergie, si elle veut atteindre l'excellence, c'est-à-dire les 5 étoiles, elle est obligée d'être d'être forte partout. Donc atteindre 75% au moins partout pour avoir la moyenne. Donc en fait, sur la partie 6, elle est obligée, la partie 6, c'est les interactions avec les acteurs. Elle est obligée d'arriver à, à une bonne note, donc elle est obligée de progresser si elle veut être récompensée. Après, la motivation, pourquoi elle le fait, c'est pas forcément la note, ça dépend des collectivités, mais ça reste en tout cas, une des motivations possibles, c'est atteindre cette excellence. Donc pour moi, j'ai vu une progression dans la notation, en tout cas des collectivités qui, encore, enfin, surtout maintenant,
qui arrivent, enfin on en a de plus en plus qui arrivent au niveau 5 étoiles. Donc voilà, donc je pense qu'il y a, en tout cas sur les sujets de la transition écologique, j'ai l'impression qu'il y a plus de partenariats. En tout cas, nous, on l'évalue ainsi. On a cette conviction, puisque, comme le disait Guillaume, en fait, sur les deux référentiels, donc pour l'instant, on en a deux, mais on va les fusionner. Sur les deux référentiels, climat et énergie, économie circulaire, on a dans les deux référentiels une partie dédiée au partenariat que la collectivité passe avec les acteurs locaux. Donc, pour nous, c'est vraiment une conviction que la coopération avec les acteurs territoriaux sert la transition écologique. Après, bien sûr, on ne les note que sur leur responsabilité. Elles ne sont pas responsables du travail fait par un acteur, mais elle est responsable De son élan vers voilà, l'acteur. Voilà. Elle ne peut pas faire à la place, en fait. C'est pas elle, le PCAET, c'est pas, on en a parlé tout à l'heure. Elle a beau être animatrice du PCAET, mais il y a plein de choses qui ne dépendent pas d'elle. Donc, il faut aussi qu'elle soit humble sur certains sujets et que ce soit les acteurs qui fassent. Donc là, je pense que les acteurs, c'est vous en partie. Et nous, on a effectivement un historique assez court, hein, puisqu'on a été créé, donc le réseau a été créé en novembre dernier avec un premier événement en mars 2024, donc on est encore tout jeune. Mais en premier bilan qu'on peut commencer à tirer, c'est que les élus qui nous font leur retour, en tout cas, nous disent qu'ils se sentent beaucoup moins isolés, en fait. Un certain nombre d'entre eux pouvaient se sentir seuls, pas trop savoir où trouver les infos, avec qui échanger, enfin voilà, et donc ça leur permet ça, ce qui leur permet, alors pour certains d'entrer dans une phase d'action, pour d'autres ils y étaient déjà, mais de pouvoir amplifier. Donc ça c'est les premiers retours qu'on a. Et nous par ailleurs, on a aussi, on s'enrichit beaucoup de ces échanges avec les élus. Parce que ça nous permet de voir aussi quelles sont leurs préoccupations, les problèmes qu'ils rencontrent vraiment sur le terrain concrètement. Le président de l'ADEME les rencontre régulièrement dans des réunions du réseau élu pour agir en région, et ça lui permet voilà d'avoir d'encore mieux comprendre les besoins du terrain. Et moi, j'ai envie de demander à Jocelyn, bon, voilà, il y a deux dispositifs différents qui sont proposés au niveau national par l'ADEME pour pouvoir accompagner les collectivités territoriales et les élus. Et moi, j'avais envie de demander, ça vous évoque quoi, en fait, de se dire, ah bah tiens, est-ce que ça peut être une opportunité, comment est-ce qu'on peut se projeter, quels sont les dialogues que vous voyez ou pas, hein, entre ces deux dispositifs et le souhait que vous aviez de porter la question de la transition écologique et de l'emploi. Donc, comme je disais au tout début, là, en fait, nous, les problématiques, je pense, pour les petites communes, ça va être qu'on manque d'ingénierie. On n'a pas d'ingénierie pour porter la transition écologique, quoi. Le deuxième point, c'est évidemment également les élus. Je pense qu'on est assez facilement d'accord pour se dire il faut engager la transition écologique, il faut moins polluer, il faut préserver la biodiversité. Et la question, c'est ouais, mais on fait quoi maintenant qu'on est tous d'accord, quoi? Et face à quelques lobbies, on pourrait même faire des actions qui sont au final assez défavorables à la biodiversité ou à l'environnement. Et puis des fois on n'est pas, on a beau être tous d'accord sur la direction à prendre, on n'est pas tout à fait d'accord sur le chemin à emprunter selon nos expériences, selon nos convictions, etc. Donc, euh, en tout cas, pour le soutien aux élus, les dynamiques là, comme celle qui est proposée pour réseau d'élus pour agir, ouais, je pense que c'est hyper important. Et nous, pour le coup, il s'avère qu'en Bretagne, il y a un autre réseau, c'est Brud'aide, qui est un réseau également d'élus. Et donc là, ce réseau-là, donc nous, on en fait partie. Donc déjà, il est historique. Enfin, il est plus ancien plutôt que élu pour agir. Et puis, ça a été un réseau créé par les élus pour les élus.
Voilà. Mais aujourd'hui, bah, ça représente que 10% des communes bretonnes, enfin c'est sur la Bretagne historique. Donc c'est un réseau, et puis c'est peut-être plus calibré, je dirais, sur finalement des petites communes, parce que c'est ça, c'est grosso modo, on a peu de moyens. C'est beaucoup plus vaste que la transition écologique, mais ça l'intègre complètement. Ça va être évidemment, on peut isoler des maisons, mais ça va être aussi sur, j'ai besoin de faire revivre un petit commerce local. Quelles sont les expériences qui ont déjà été menées sur des communes, comment on s'y est prise, comment on peut animer un collectif d'habitants pour engager cette transition. Enfin voilà. Donc c'est sur d'autres thèmes, ou comment où je veux aménager une zone pour que les enfants puissent jouer. Est-ce que j'ai pas de moyens, donc est-ce que je peux le faire en palette? Est-ce qu'on peut le faire en autoconstruction? Enfin voilà, c'est tous ces trucs-là. Je veux isoler pas avec je veux isoler avec de la paille. Comment je vais visiter d'autres communes qui ont fait ça et comment j'ai développé mon réseau paille, comment j'ai fait monter en compétences mes artisans. Enfin voilà. Et puis donc c'est des élus qui parlent aux élus, c'est le même principe. Mais j'ai l'impression que alors on en avait déjà discuté avec Cécile, moi j'ai l'impression que c'est un peu plus vaste que ce qui est proposé par l'ADEME, mais quoi qu'il en soit, d'une manière générale, les élus, c'est des gens, je dirais, normaux, quoi. On leur met tout un tas de compétences et d'étiquettes, mais c'est des citoyens qui à un moment décident de s'engager pour leur territoire, mais après, est-ce qu'ils ont plus de formation que les autres? Est-ce qu'ils ont plus de compétences et de connaissances? Je vais vous dire la vérité, je pense que non. Et donc, on a besoin d'être accompagné et d'être engagé. Et concernant l'autre projet, là, territoire engagé pour la transition écologique, alors ça, on est dans ce souci d'aller sur de la labellisation parce que c'est intéressant, parce que ça permet justement de se fixer des étapes, de voir comment on progresse. Donc, en toute honnêteté, je ne connaissais pas territoire engagé pour la transition écologique. Mais nous, on fait des démarches un peu similaires. Donc, on a des labellisations, alors qui rien à voir avec la transition écologique. Par exemple, on est un village-étape, notre commune. Et donc, c'est à peu près le même principe. C'est, voilà, on a une charte, on a des engagements. Et si on veut conserver notre label, eh ben, on doit progresser un petit peu sur cette possibilité d'accueillir du tourisme. Et ça nous oblige, comme vous le citez, bah, à aller travailler non pas qu'en termes d'élus, mais on va essayer de voir les commerçants pour qu'ils accueillent les touristes. Enfin, voilà, tout sur l'aspect paysager, comment on fait pour avoir une belle entrée de village, etc. Et puis sur la transition écologique, bah, nous, on vient d'engager un travail pour être labellisé territoire engagé pour la nature. Et on va aussi travailler sur la labellisation villes et villages étoilés, donc pour réduire drastiquement la pollution lumineuse. Enfin, voilà. Donc là, les labels, c'est pas, on pourrait penser des fois que certains le traitent d'une manière assez péjorative, en disant, voilà, vous remplissez un papier, vous avez un label, qu'est-ce que vous en faites? Bah, sur des labels où justement on nous engage et on essaye d'aller tirer vers le haut la collectivité et qu'en plus on a des ressources pour progresser, etc., bah, c'est vraiment euh, vachement constructif et vachement intéressant. Et donc, je pense qu'il ne faut pas opposer enfin, il n'y a aucune opposition entre ces différentes labels, ces différentes structurations, mais c'est vraiment complémentaire. Moi, je voyais, pendant que vous discutiez, enfin, pendant que vous présentiez votre projet, j'ai rapidement été un peu surfé sur le territoire engagé pour la transition écologique. Par contre, j'ai l'impression que c'est peut-être, enfin, j'ai eu l'impression que c'était quand même pour des grosses collectivités. Alors, peut-être que je me trompe. Euh, voilà. Donc, d'où la complémentarité peut-être d'outils pour les engagements des collectivités. Merci de votre retour. Et en effet, on travaille, nous, avec Territoire engagé pour la nature, pour que déjà nos actions ne se confrontent pas, que des actions pour les énergies renouvelables ne viennent pas contre la biodiversité. Donc, voilà, on est en lien avec eux. Et notre cible principale, en effet, ce sont les EPCI. Donc, voilà, c'est notre cible principale parce que beaucoup des compétences ont été transférées aux EPCI, mais on a quand même beaucoup de communes dans le programme Territoire engagé. Sur les 550, on a plus d'une centaine qui sont des communes et qui voilà, parce qu'elles sont très engagées dans la transition écologique, bah, profitent voilà, de ce que nous proposons pour aller encore plus loin. Et, et, et Merci. on, Oui, pardon. non, non, mais j'allais dire que on parlait de communes, mais
Effectivement, par exemple, sur tout ce qui est, pour faire le lien encore avec les territoires zéro chômeur de longue durée, par exemple sur la précarité énergétique, elle est terrible en zone urbaine, j'en ai aucun doute, mais elle est aussi extrêmement prégnante et terrible en zone rurale. On a des maisons isolées, pas isolées, qui sont occupées depuis des années par des personnes qui sont locataires, et on a du mal à faire isoler ces maisons pour que les gens s'y sentent mieux. Surtout qu'aujourd'hui, on a une problématique l'accès au logement qui est extraordinaire. Alors peut-être dans tous les territoires, je dirais peut-être en particulier en Bretagne, mais voilà. Oui, Madame Pichon des Guilhem, je vois Oui, que vous avez une question. oui, alors et puis c'est aussi un petit peu un témoignage et dire d'où je parle parce que donc cœur de Savoie qui est territoire engagé, qui devrait d'ailleurs recevoir, je crois que c'est sa quatrième ou cinquième, je sais plus, euh, alors de cette remise, mais je veux faire un témoignage, mais alors très imparfait, partiel et modeste, parce que je ne suis pas moi l'élu en charge, c'est mon collègue à qui j'avais transmis d'ailleurs le lien aujourd'hui pour qu'on puisse entendre ensemble, parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est comment on fait la transversalité et du décloisonnement, y compris dans les services entre nos chargés de mission et entre élus portant des compétences et des responsabilités qui sont connexes et que justement tout l'enjeu est de les faire se tisser, s'hybrider dans le cadre de projets autour de la transition écologique, notamment à partir des projets aussi de retour à l'emploi. Donc, moi, je suis en charge de la cohésion sociale et donc pas en charge de la transition écologique. Juste pour dire, alors j'ai bien entendu et moi je me réjouis qu'effectivement à la fois donc le climat, on est mis, vous avez réussi à jouxter, hein, c'est pas encore mais ça devrait le faire, donc jouxter le plan climat air énergie, la stratégie économie circulaire. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que, bon, c'est mon premier mandat d'élu, mais que les choses étaient quand même un peu juxtaposées, on va le dire comme ça, et que alors, par contre, en étabilité, là, est-ce le fruit de tout cet engagement autour de la transition d'abord énergétique, puisqu'on est rentré par les énergies renouvelables, et puis après, voilà, on, on a décliné un peu le reste, et en étabilité, territoire zéro chômeur depuis un peu plus d'un an, donc avec une EBE. Je voyais un petit peu, je ne sais plus quel est dans les exemples que vous citiez, on pourrait se rapprocher. On a à peine 40 000 habitants et on a un territoire qui est que sur le EBE, sur le territoire zéro, qui est sur la moitié des 41 communes, très rural. Euh, donc avec des enjeux de mobilité, voilà. Donc, moi, mon sujet, c'est comment on arrive à faire que, au-delà des référentiels, du label qui est un stimulant tout à fait euh, important, comment on fait très concrètement, c'est ce que le collègue disait tout à l'heure, quoi, hein, quand on est confronté à, par exemple, alors c'est souvent effectivement un défaut d'ingénierie, mais pas que, on a un projet autour de la valorisation du carton qui est donc pour pouvoir transformer du carton en quelque chose qui peut être valorisé. Et effectivement, c'est comment, mais de manière après, on se sent un peu démuni, quoi, hein, au niveau de TZ et de l'EBE, pour trouver les moyens humains, techniques, de dire ben, bon, comment on s'y prend. Bien sûr, on a le CLE, bien sûr, mais on a un CLE aussi à l'image du territoire où la ressource en termes de technicité hein, à l'échelle ce petite échelle industrielle, on l'a pas quoi au sein dans nos compétences au sein du club par rapport à d'autres clubs. J'entendais Paris, et donc c'est comment ces labels, comment ces outils peuvent, voilà, mais très concrètement nous faciliter la vie pour le développer des activités à échelle à une échelle modeste parce que moi, j'ai des fois comme ça un peu l'impression que c'est plutôt des labels qui, ça a été dit tout à l'heure, qui pourraient plutôt s'appliquer, enfin des démarches qui s'appliquent à des réseaux d'entreprises
suffisamment important, quoi, euh, alors qu'on joue pas, des fois l'impression qu'on joue pas dans la même catégorie, et pourtant on est euh, sur le même territoire, on s'entend bien entre élus, il n'y a pas de souci, c'est vraiment, et d'ailleurs, voilà, on a une complicité, on va dire comme ça, avec mon collègue, mais des fois, on se sent, voilà, on dit comment on peut se saisir de ça pour, euh, pour pouvoir avancer sur des projets qui vont être forcément utiles, voilà, au territoire en termes de facilité de la mobilité douce, en termes de lutte. Je pensais aussi, on pensait biodiversité, lutte contre les invasives. Enfin, il y a des tas de sujets que l'EBE, à petite échelle, mais de manière tout à fait simple et utile et efficace, dont elle pourrait se saisir. Alors, du coup, voilà, c'est une vaste question. Ce que j'ai retenu, c'est que, voilà, en effet, nous-mêmes, on est en amélioration continue. Donc, le référentiel climat, air, énergie et le référentiel économie circulaire, ils ont avancé, voilà, côte à côte, mais là, on va les fusionner pour qu'il y ait plus de cohérence. Sur la question concrètement, voilà, comment ça peut vous aider? Est-ce que ça peut vous aider en ingénierie? Enfin, quelle réponse ça peut vous apporter? Nous, à l'ADEME, on n'a pas toutes les solutions, on peut apporter de l'expertise, mais on a quand même la conviction que l'innovation, qu'elle soit sociale, organisationnelle, elle vient des territoires. Donc on met cela en valeur, on soutient cela. Donc c'est pour ça que comme, comme dans le réseau Élu pour agir, Territoire engageant met en avant également la mise en relation entre les territoires pour qu'ils puissent échanger les bonnes pratiques. Et ensuite, l'ADEME finance aussi énormément les collectivités. Donc, on dit souvent, voilà, venez nous voir avec votre projet et on trouvera une solution. Donc, vous êtes en lien avec la direction régionale de l'ADEME. Peut-être vous pourriez aller les voir avec l'idée que vous avez de pouvoir porter un projet, évidemment dans les champs de compétences de l'ADEME, donc sur les champs de la transition écologique, ou alors peut-être qu'il y a aussi une bonne idée dans un territoire à côté. Donc on cherche à promouvoir également les bonnes initiatives. Voilà, j'espère qu'on répond à votre question. En tout cas, après, c'est. Voilà, Victoria, nous, voilà, on met à disposition ces référentiels, ça fait ce que ça fait. Après, chacun a à faire sa part de travail. Mais après, moi, je crois beaucoup à. Enfin, là, en tout cas, sur le programme, on développe beaucoup le numérique. C'est une partie. Il y a la partie humaine aussi, parce qu'on a des conseillers qui viennent coacher, qui viennent conseiller et orienter, donner des idées aux collectivités. Mais le numérique peut aussi permettre de donner des idées aux chargés de mission, des idées de collectivités qui, sur tel ou tel sujet, ont fait telle ou telle chose et inspiré. Voilà. Après, c'est ce qu'on fait ici aussi. Je pense que vous vous donnez mutuellement des idées. Voilà. Victoria, Ah oui, pardon, j'avais pas mon son. Euh, je vois que oui, voilà. Michel, vous avez une question? non, c'est pas une question, c'est que je voulais prolonger la remarque qui vient d'être faite et pour répondre aux préoccupations de Fabienne, c'est que précisément le rapprochement entre les territoires apporte des solutions sur des questions comme celle-là, parce que pratiquement tous les territoires interviennent dans les questions d'environnement. Et il y a évidemment des territoires qui sont plus en avance dans la mise en œuvre que d'autres, si bien que ces territoires qui sont plus en avance et qui ont développé des solutions peuvent apporter de l'aide à ceux des territoires qui le sont moins et qui se posent des questions. Donc cette mise en commun qui s'opère déjà de façon importante peut permettre de combler les manques. euh, mais de ce point de vue-là, évidemment, toutes les interventions sont bienvenues et celle de l'ADEME est tout à fait utile et nécessaire. Ça marche. Est-ce que Alors, Cécile, vous voulez réagir, Mathieu?
Jocelyn, ça sera le mot de la fin pour respecter le timing si vous voulez. Après, quand même, par rapport à une communauté de communes, vous avez 4 étoiles. C'est un des meilleurs scores de. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui ont un score comme ça pour une communauté de communes. Donc, vous êtes dans les meilleurs par rapport à notre référentiel. C'est pas pour vous flatter, c'est juste, je sais pas, il y en a sûrement d'autres qui peuvent vous inspirer, mais vous pouvez inspirer d'autres communautés de communes aussi. Oui, pour l'instant, vous êtes plutôt dans ce cas-là où vous êtes plutôt en avance par rapport aux autres collectivités de la même taille. Donc, c'est à votre défaveur. Oui, on en est très fiers. En plus, vous avez pris, j'ai vu sur la présentation du site, on a la présidente voilà, En grand. en gros plan. Non, on en est très fiers. Non, ce que je voulais dire par là, mais d'abord, c'est un travail, moi, encore une fois, qui a démarré même avant que je sois élue à la communauté de communes. Donc, c'est vraiment tout ce travail-là qui est récompensé mais c'est comment renforcer le lien. Et encore une fois, c'est pas que, non, il n'y a pas de maison, enfin, on essaie de le faire avec mon collègue, mais comment faire que justement, ce label, cette dynamique-là, je ne veux pas employer, mais imprègne, diffuse, facilite vraiment très le développement d'activités utiles écologiquement parlant au sein de l'EBE. On a des pistes, mais après, peut-être que voilà, on bute sur des questions, ça a été dit, locaux, d'ingénierie, on le sait. Et puis aussi parce que même si on y croit, et j'ai la chance d'appartenir à une communauté de communes qui vraiment y croit et avec une présidente complètement engagée, et ça c'est extraordinaire. Mais après, ça fait pas, voilà, il y a aussi d'autres acteurs qu'il faut aller chercher. Mais en tant qu'opérateur de l'État, je voulais dire aussi à l'ADEME, c'est que bon, alors j'ai pas été à la dernière réunion de présentation de l'ADEME là, mais c'est que voilà, il faut, et puis peut-être en tant qu'ancienne fonctionnaire de l'État, c'est que des fois dans les présentations qui peuvent être faites, territoire zéro, c'est quand même quelque chose d'un un peu ovni, quoi, un peu. Donc, que ça puisse être aussi valorisé, mis en avant. Alors, je sais pas si un jour ça figurera dans le référentiel, je sais pas. Mais voilà. Votre question, c'est comment faire le lien dans nos référentiels avec les démarches. Ok. Peut-être, oui. Parce que tant que c'est pas écrit quelque part, c'est pas forcément mis en visibilité. Voilà ce que je. D'accord. Ok, je comprends. Sur d'autres types de coopération, d'autres dispositifs, oui, alors que c'est un etc. formidable outil de coopération et tout le monde et que je sais pas s'il y en a d'autres à l'échelle de notre communauté de communes, il y en a plein d'exemples, mais à ce point-là je trouve que ça mériterait d'être. Je pense de toute façon que oui, pardon, Fabienne, mais je pense que de toute façon c'est les débuts. Quand on a échangé avec Cécile et qu'elle a eu l'idée aussi d'inviter ses collègues des territoires engagés, c'était de nous dire, bah voilà, on commence à se connaître. On sait que ça existe et ça c'est pas juste un détail parce que c'est quand même une mince affaire dans l'ensemble d'informations qui existent aujourd'hui et la quantité de dispositifs aussi qui peuvent se déployer sur les territoires par les élus, les coopératifs, les associations et j'en passe. Et on s'était dit, voilà, nous avons des animations régionales. Donc comme l'ADEME, est-ce que c'est pas un espace aussi où on va pouvoir interagir, faire une présentation locale qui puisse davantage rendre visible, faire connaître à la fois les dynamiques régionales territoires sur chômeurs, mais aussi tous les territoires engagés qui peut-être, parce que ça sera l'étape suivante, et ce que je proposais et que je propose aussi là ouvertement, c'est de cartographier voir où est-ce qu'on se rencontre en fait et continuer à explorer les sujets qui n'a que vocation à être approfondis. Donc tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré, donc vous allez pouvoir consulter le replay et que
l'instant les dispositifs élus pour agir comme territoire engagé. Nous allons avoir donc les présentations, les liens pour que vous ayez l'information et les personnes à qui vous adressez si vous voulez continuer les échanges ou poser des questions concrètes. Donc merci à toutes et tous et merci beaucoup à Cécile, à Mathieu, à Guillaume et à Jocelyn d'avoir accepté l'invitation de l'Observatoire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Voilà. Merci, bonne journée à toutes et tous, au revoir. Au revoir.